Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Sylvie Blanchard, directrice générale de l'organisme L'Entraide Plus, pour parler d'un enjeu important lié au retrait d'une subvention du gouvernement fédéral. Notre reporter Marie-Ève Brisebois est allée à la rencontre de M. Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, pour parler de la chasse au trésor, la merveilleuse aventure du capitaine Ferdinand Fecteau. Finalement, M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, nous présente un portrait du projet de mural d'envergure à l'école Osias-le-Duc. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Bonjour! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un résumé des actualités régionales dans la vallée du Richelieu. La ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une subvention de 200 000 dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. L'investissement permettra la création de 2 nouveaux accès à la rivière Richelieu, l'un près du boulevard de la Gare et l'autre à proximité de la maison du Passeur. Les aménagements incluront des escaliers et des quais pour faciliter la mise à l'eau de petites embarcations comme des kayaks et des planches à pagaie. Les nouvelles installations seront similaires à celles réalisées dans le cadre du projet du budget participatif à la place Saint-Henri. 2 autres projets locaux ont également bénéficié de subventions. L'école secondaire Polybelle de Belleuil reçoit 266 000 pour un terrain de basket-ball extérieur et Nature Action Québec obtient 200 000 pour aménager le sentier de l'envolée du Castor à Rougemont. Depuis le 19 août, les résidents de Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park bénéficient du nouveau service de transport à la demande d'Exo, élargissant ainsi l'offre déjà présente à Belleuil et McMasterville depuis 2021. La nouvelle offre de service permet aux usagers de profiter de trajets plus personnalisés et efficaces entre 5h30 et 20h30, bien au-delà des horaires habituels. Le transport à la demande se distingue par son approche hybride alternant autobus et voiture selon la demande. Exo surveille de près les résultats de ce lancement et prévoit d'autres extensions du service. Le samedi 7 septembre, la ville de Carignan vous invite à célébrer la Fête des citoyens, le plus grand événement de l'année au Parc des Îles sur l'île Goyer. De 11h à 21h, vous pourrez profiter de cette journée gratuite en famille pour marquer la fin de l'été avec diverses activités pour tous les âges. L'événement culminera avec une performance musicale de Grégory Charles. Pour faciliter l'accès au site, un service de navette gratuite sera offert en partenariat avec Exo et le transport actif sera encouragé avec priorité aux piétons et cyclistes. Notez qu'il n'y aura pas de stationnement dans les rues de l'île Goyer durant la fête. Toutes les informations sur le site de la ville. À l'approche de la rentrée scolaire, la ville de Saint-Basile-le-Grand vous rappelle de redoubler de prudence autour des écoles, des traverses piétonnières et des autobus scolaires. La ville encourage les parents à inciter leurs enfants à utiliser les corridors scolaires aménagés, identifiés par des cercles bleus pour se rendre à l'école en toute sécurité. Les corridors sont aménagés autour des écoles Jacques Rochelot, le pavillon Saint-Basile, de la Chanterelle, de la Mosaïque et sur la rue Duprat pour améliorer la sécurité. La ville rappelle aussi les règles importantes concernant les autobus scolaires. Immobilisez-vous à plus de 5 mètres des autobus lorsqu'ils s'arrêtent. Les cyclistes et piétons doivent aussi rester vigilants et s'assurer d'être bien visibles devant un autobus. Pour plus d'informations, les citoyens sont invités à consulter le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Les pluies diluviennes de cet été ont causé d'importants dommages en Montérégie, notamment dans le secteur agricole. Les autorités constatent des pertes dans les champs ainsi que des infrastructures endommagées comme des routes et des ponceaux. L'Union des producteurs agricoles lance un appel pour signaler ces dommages. Les agriculteurs sont invités à fournir une description détaillée de la situation, incluant des photographies, afin de dresser un portrait clair des impacts. Les informations seront cruciales pour documenter les demandes d'aide et soutenir les producteurs affectés. Voilà, c'est ce qui complète vos manchettes pour cette semaine. En juillet 2022, l'organisme L'Entraide Plus a soumis un projet pour le programme Bien vieillir chez soi, qui est un programme du fédéral, donc du Canada. Un projet qui a été approuvé en février dernier, mais qui a été retiré par la suite. Madame Sylvie Blanchard, vous êtes directrice générale de cet organisme. Merci d'être à nos studios aujourd'hui. Ça fait plaisir.
Donc, tout d'abord, avant de parler de cette problématique-là, j'aimerais comprendre quelle est la mission de votre organisme, l'Entraide Plus. L'organisme d'Entraide Plus est là pour contrer l'isolement chez les aînés, dans un premier temps, et aussi les maintenir dans une société active, donc ils sentent qu'ils ont leur place dans la société. Donc, c'est vraiment une mission. On est là depuis 39 ans, presque. Ouais. Donc, on va entamer notre 40e année bientôt. Donc, et aussi, on fait de l'aide à domicile, du répit, du halte-répit, plusieurs activités. On a un restaurant qui s'appelle le Resto Entre. Les gens, c'est le prétexte pour se rassembler, créer des nouvelles amitiés, parce qu'on doit toujours renouveler notre réseau en vieillissant, parce qu'il y a beaucoup de départs. Oui. Et c'est ça. Donc briser cet isolement-là. Briser l'isolement, c'est ça. Oui. Puis ici, on est dans une région où l'isolement peut arriver rapidement. Là. Je veux dire, les maisons, on n'a pas des voisines nécessairement, des voisins toujours là. Notre entourage peut être plus loin également. Quel territoire est-ce que vous couvrez? Notre territoire est quand même assez grand et très rural. Donc, on couvre de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. Donc, là-dedans, il y a beaucoup de petites fermettes, des gens très isolés. Donc, pour nous, c'est un défi de les amener à l'Entraide Plus et d'aller vers eux. Oui. Mais plus ça va, plus on est connu et reconnu. Alors, et l'aide à domicile, ça l'a aidé beaucoup à être reconnu. On a 650 membres actifs actuellement. Wow. Et ça grandit tout le temps, là. Puis en plus de toutes les activités qu'on a pour, comme le web aîné, aider les aînés à se connecter, parce que c'est un langage différent chez les aînés. Puis c'est pas tout le monde qui sont des proches aidants. Quand tu vieillis, tu n'es pas nécessairement proche aidant, mais tu peux devenir un proche aidé. Je fais tout le temps un parallèle avec ma mère qui a 85 ans, qui habite chez elle. Bien, elle a besoin d'aide là, régulièrement sur des menus travaux à domicile. Oui, c'est ça. Et vous êtes une équipe de combien? On est 36. 36. 36 employés, temps plein, temps partiel. L'équipe de gestion, j'ai ma directrice adjointe, Patricia Gilles. J'ai Valérie Lafont, qui, elle, est en charge qui est coordonnatrice pour le répit. On a aussi des intervenants psychosociales et des accompagnatrices, cuisiniers, chefs, sous-chefs. C'est une grosse équipe, très diverse. Puis vous l'avez nommé, il y a de l'aide à domicile, mais les aînés peuvent également se déplacer dans vos locaux. Donc, c'est quoi l'expérience qu'ils vivent là, quand ils viennent chez vous? Si on parle de l'expérience des activités, exemple, les formations en espagnol, hein, mon Dieu, ça travaille le cerveau, c'est excellent. Donc, ils prennent des rendez-vous. En fait, ils s'inscrivent à des formations, des cours, et là, ils travaillent à apprendre une autre langue avec un professeur qui fait ça pour son plaisir. Donc, on a plusieurs bénévoles, on a une 60aine de bénévoles actuellement qui nous aident là-dessus. Il y a aussi la gang de tricoteuses qui viennent papoter le jeudi après-midi. On a les joueurs de crib qui viennent le lundi. On a... Mon Dieu, il y a tellement d'activités, j'en perds mon matin. Oui, puis ça permet de créer ce sentiment de communauté-là. Oui, surtout sur l'heure du dîner. Je vous le dis tout de suite, là, ça vient réinventer le monde. Puis il y a une table que j'appelle la table des menteurs. Là, je m'installe là, puis ils nous racontent des histoires. Oui, ça doit être assez divertissant. Assez divertissant pour vous également. Oui. Tantôt, vous avez mentionné menu travaux. Oui. En quoi ça consiste, ça? Donc, c'est quand vous allez à domicile... il y a différents travaux qui peuvent être effectués pour simplifier la vie de ces aînés-là, puis les aider à être autonomes. En fait, ça, c'était notre appel à projet, parce qu'en ce moment, on ne le fait pas. Hein? Parce qu'on ne peut pas aller à domicile pour faire ces travaux-là. Non, en ce moment, ce qu'on fait, c'est de l'aide à domicile, mais c'est en fait pour les proches aidants, pour les gens en perte d'autonomie. Donc, c'est ça ce qu'on fait en ce moment quand on va à domicile. Ouais. Et donc, vous aviez soumis un projet au gouvernement fédéral pour vous permettre de faire ces travaux-là, aider donc les aînés à être plus autonomes. Un projet qui a été approuvé en février dernier. Oui. À quelles conditions? C'était quoi les conditions? En fait, nous, on avait au départ demandé 800 000 sur 3 ans. Et puis, en cours de route, moi, je faisais mon suivi, hein, parce que de juillet jusqu'à 2022, jusqu'à février 2024, c'est passé 1 an et demi. Donc, à peu près tous les mois et demi, je faisais un suivi pour savoir qu'est-ce qui se passait avec l'appel à projet. Est-ce qu'on pourrait commencer, débuter? Et ce qu'on me disait, c'est que, ils étaient encore en litige avec le gouvernement du Québec. Et
Bon, je me disais, bon, OK, on va attendre. Puis Ouais. j'avais comme un petit peu oublié ça. Et à un moment donné, on a reçu la réponse. Et j'ai fait, oh yeah! Puis là, j'ai pensé aux aînés. Là, j'avais le cœur plein de joie, le bonheur. Et on a tout de suite commencé à dire, ils nous ont dit, on va vous l'accepter, mais à la hauteur de 570 000 sur 1 an et demi. Plutôt que 3 ans. Plutôt que 3 ans. C'est qu'on a fait, OK, 1 an et demi, mettre ça en place. Bon, c'était un gros défi. J'en ai parlé à l'équipe et on a décidé d'aller de l'avant. Mon CA était tellement content. Enfin, on pourrait aller des aînés à domicile et leur permettre de demeurer chez soi. Parce qu'il y a une loi au Québec. Madame Sonia Bélanger, elle a fait un excellent travail. Et Bien vieillir chez soi, qui est le programme du Canada, avec le Vieillir chez soi au Québec, à domicile, quelque chose comme ça. Il était vraiment là... Complémentaire. C'était génial. Et lorsque j'ai reçu la réponse, je me suis dit, bon, enfin, ils se sont entendus. Donc, moi... Et lorsque j'ai appelé au bureau du ministre, en fait, de notre député de région, qui est M. Jean-François Roberge, on m'a bien mentionné que Sylvie, il n'y a pas de problème, c'est une technicalité, parce que là, on est assujetti à la loi M30, et c'est une technicalité. J'ai dit, oui, je le sais, mais je voulais juste te tenir au courant qu'on a été acceptés. On était vraiment excités. Et... Vous avez entamé des démarches? J'ai entamé les démarches. On a préparé les locaux, moi, j'ai passé des entrevues, on était déjà avancé dans le projet, mais il n'y avait pas de frais d'enclencher, sauf notre temps, bien sûr, parce que ça... Et donc, on ne le calcule pas dans le communautaire, notre temps. Et donc, tout était prêt, mis en place pour débuter au début juin. Fin mai, 30 ou le 31 mai, on reçoit un courriel. Je vais dire un courriel bête et stupide, nous disant que c'était sabordé, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, bref, le projet était annulé. Et j'ai fait « Pardon ». Et là, j'ai commencé à ruer dans les brancards. J'ai dit non, ça se peut pas. Et donc, j'ai communiqué avec mon député, donc du bureau de Jean-François Roberge. J'ai fini par lui parler à un moment donné, puis on m'a vraiment expliqué que du point de vue du Québec, le gouvernement du Canada, ben, avait comme pas d'affaire à avoir une emprise sur les argents du Québec. En tout cas, pour moi, c'est de la politique. Parce que les fonds qui auraient été, le 570 000 venaient des contribuables québécois. Oui. En fait, l'argent du Québec s'en va au fédéral, on paye des taxes. Et le fédéral, bien, il détermine comment il va dispatcher ça. Et puis, on en entend beaucoup parler dans les médias en ce moment qu'il y a de l'ingérence du gouvernement du Canada sur certains programmes du Québec. Mais moi, je pensais que c'était réglé. Ouais. La même chose, probablement, qu'avec M. Marc-André Simard du Chic Resto Pop, là, qui a passé à la télévision la semaine dernière. Oui, parce que vous êtes 7. On est 7 organismes qui ont vraiment été acceptés et que là, on est comme laissés en plan. Les aînés sont abandonnés dans la chicane de couple qui se passe dans les hautes sphères politiques parce que c'est une question, ma poche est plus grosse que la tienne, ou je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je m'en balance leur chicane. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne suis pas politisée. Moi, ce que je veux, c'est aider les aînés. Et Marc-André disait la même chose. Marc-André Simard, il organise la semaine prochaine une conférence de presse à Montréal. Je vais être présente. Et la députée d'Hochelaga-Maisonneuve devrait être présente aussi. Oui, donc Mme Soraya Martinez-Ferrada, qui est également ministre fédérale. Et c'est quoi vos attentes là, pour la suite? Parce que le projet avait été approuvé, vous aviez fait les démarches. Il y a d'autres organismes aussi qui ont besoin de ces fonds-là pour aller de l'avant avec des projets pour soutenir les aînés. Donc, quelle est la suite pour vous? Moi, je souhaite que ça débloque, qu'ils règlent le chicane, qu'ils en règlent ailleurs, là, mais qu'ils envoient les fonds, puis ils régleront ça après, parce que, en attendant, c'est les aînés qui sont hypothéqués, là. C'est vraiment pas le fun. Et les gens vieillissent, puis on est tous en train de vieillir, hein. Si on ne prend pas soin de nos aînés maintenant, bien, c'est nous autres qui va partir, là, dans un futur proche, parce que là, moi, j'approche, là. On vous souhaite évidemment que les fonds soient débloqués, que le dossier avance, un dossier qu'on va continuer de suivre de près. Merci, Mme Blanchard, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue, vraiment.
On se trouve sur le quai Ferdinand-Fecteau à Saint-Antoine-sur-Richelieu et c'est pour une excellente raison. Nous sommes avec M. Chalifou, le maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bonjour. Salut! Qu'est-ce que c'est cette mystérieuse aventure du capitaine Ferdinand-Fecteau qui aura lieu cet été dans votre municipalité? On a décidé de vouloir attirer le plus de monde possible dans notre beau village parce qu'on s'entend, on est le plus beau village de la vallée du Richelieu et je vais le dire et le redire. Pas besoin d'aller jusque dans le fond du Bas-Saint-Laurent pour avoir un des plus beaux villages. On est à 45 minutes de Montréal. Un endroit super paisible. On a fait une aventure. C'est un parcours ludique avec une application sur un téléphone intelligent. Départ au quai ici. Et c'est une chasse au trésor, une aventure pour les plus jeunes. C'est une application. Ça prend quelques secondes à télécharger. Après ça, on part à l'aventure dans le village. On voit les plus beaux endroits du village. On a une église majestueuse. On a le château Saint-Antoine qui est un bâtiment là, de style mauresque, là, début des années, fin des années 1880. Particulier, vraiment incroyable. Et on a notre quai, nos petits commerçants locaux. Et c'est une chasse au trésor. On part à l'aventure. Super simple, ludique, super agréable. Entouré de les enfants, peu importe l'âge, ils peuvent suivre. Ça prend combien de temps environ pour parcourir ce parcours-là? Environ 1 heure. Okay. C'est pas très long. Il y a comme 5 ou 6 stations qu'on visite. On a au quai, on a la place Dompierre-sur-Mer qui est juste à côté de notre Maison de la Culture. Notre Maison de la Culture qui est ouverte tout l'été aussi, là, du jeudi au dimanche. Il y a des expositions. On a Femmes en politique, qui est une exposition du Parlement qui nous a été prêtée pour l'été. On a un autre artiste local là, qui dessine des oiseaux, qui est vraiment de toute beauté à aller voir. Ça peut être fait aussi par après le parcours. C'est juste à côté, puis on finit avec une bonne crème glacée à l'Antoinette, là, qui est notre petit restaurant local qui est juste à côté de tout ça. Et pour les gens à la maison, Ferdinand-Fecteau, c'est pas n'importe qui pour Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est quoi exactement l'histoire? C'est un peu emblématique aussi, hein, dans son parcours. Oui, Ferdinand-Fecteau, on pourrait le dire un peu notre Armand Bombardier de la région. Il est méconnu. C'était un inventeur, quelqu'un autodidacte. Il a construit des bateaux. Puis il faisait des maquettes, des petites maquettes en bois qui expérimentait avec, en petite échelle, puis après ça, les refaire à grande échelle. Fait qu'il a fait plusieurs bateaux qui ont circulé sur le Richelieu, qui transportaient des gens. Puis il faut se rappeler que notre voie maritime à l'époque, c'était notre Richelieu. La vallée du Richelieu, c'était l'axe principal au Canada de transport maritime avec les États-Unis. Et le Richelieu avait toute autre signification à l'époque, point de vue maritime, c'était le transport. Ferdinand-Fecteau a construit des bateaux et aussi était un constructeur d'aqueducs. Dans la région, il a fait l'aqueduc à Saint-Basile-le-Grand, la première aqueduc. Saint-Antoine, dans les années 1886, il faisait venir ses tuyaux de l'Europe pour construire les premiers aqueducs de la région. Il a même fait à Varennes aussi. C'est un inventeur, un autodidacte, un patenteux, comme on dit au Québec, mais c'est quelqu'un vraiment de marquant, là, point de vue ingénierie. C'est notre Armand Bombardier, je pourrais dire, du coin, qui est très méconnu, mais l'eau, c'est comme notre ressource principale. L'aqueduc, c'est ce qui étaient les besoins primaires de chacun. Il se passe autre chose dans la municipalité aussi. Il y a le marché de la récolte. C'est la fête des récoltes qui s'en vient au mois de septembre. Je ne me souviens plus de la date exacte. On peut le suivre dans notre petit... sur Internet. Moi, j'invite tous les gens à s'abonner à notre petit journal municipal. Là. On a un journal mensuel qui a toutes les activités de Saint-Antoine. On est une municipalité qui est en d'effervescence. On essaie d'attirer le tourisme au maximum. C'est vraiment... on est sur une lancée. J'invite les gens à s'abonner à notre petit journal La Gloriette. Ils vont avoir toute une idée des activités qui se passent ici. On va avoir des concerts au quai le jeudi. C'est un décor vraiment extraordinaire le soir. Les gens amènent leurs chaises. On a les jeudis de Ferdinand-Fecteau qu'on appelle comme en son honneur. C'est des musiciens qui viennent. On a quelques concerts au mois plus tard durant la saison. Puis on a aussi des shows d'humour à notre Maison de la Culture. Oui. La relève, on a 4 humoristes qui viennent. C'est des soirées vraiment super éclatées. On a des jeunes, on en voit de toutes les couleurs. Fait qu'on a 4 shows d'humour qui s'en viennent cet automne. Donc, l'invitation est lancée à tous les citoyens et les citoyens des autres municipalités aux alentours aussi. Merci beaucoup, M. Chalifou, pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Merci.
Dans le cadre du 50e anniversaire de l'école secondaire Osias-le-Duc, la ville de Mont-Saint-Hilaire a annoncé la réalisation d'une œuvre d'envergure à l'extérieur de la polyvalente. Monsieur Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. Quel beau projet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, pourquoi ça a été important pour la ville de souligner l'héritage de Monsieur Osias-le-Duc? Oh bien, alors, n'étant pas historien, là, il faut m'excuser, mais Osias-le-Duc, 1924, rédige un manifeste d'embellissement pour la ville. C'est un artiste de renommée qui a formé d'autres artistes, notamment Paul-Émile Bordua. Donc, c'est quelqu'un qui a laissé une marque indélébile sur Mont-Saint-Hilaire. Et donc, on voulait commémorer à la fois sa mémoire, mais aussi, en fait, l'école qui porte son nom. Et on s'est dit qu'une œuvre comme ça, importante comme une murale, serait une belle façon de souligner cette mémoire-là. Définitivement. Puis c'est l'organisme MU qui a été mandaté pour concrétiser cette pièce-là. Ça a été quoi le processus de sélection? Alors, MU se spécialise dans les murales. Oui. On a plusieurs à son actif à Montréal. Et pour nous, c'est important pour nous aider à matérialiser la collaboration avec le Centre de services scolaires, qui est responsable de l'immeuble, et la direction de l'école, que ce projet-là se déroule bien. Donc, ils apportent à la fois leur expertise, mais ils vont aussi mener des activités de médiation culturelle avec les élèves de l'école Osias-le-Duc, ce qui donne une valeur ajoutée puis une symbolique encore plus forte au projet. Et ensuite, ils nous ont aidés en fait, ils nous ont accompagnés dans le processus pour choisir un artiste, des muralistes expérimentés, d'autres de la relève. Donc, on nous a présenté plusieurs artistes. De notre côté, nous, bien, en fait, ce qu'on voulait, c'est aussi avoir l'opinion d'artistes de la région. Donc, on a fait appel au regroupement des artistes professionnels de Mont-Saint-Hilaire, ce qu'on connaît comme le RAP. Qui nous a soumis deux candidats pour siéger sur le comité de sélection. Ensuite, il y avait bien, des élus, des représentants de notre service des loisirs et de la culture. Il y avait également des enseignants en arts plastiques de l'école, des membres de la direction. Donc, tout le monde ensemble, on a en fait analysé les candidatures et les propositions qui nous ont été faites par MU pour ensuite choisir l'artiste et la proposition d'œuvre qui se dévoile un peu plus tous les jours sur les murs de l'école Osias-le-Duc. Oui. C'est quand même un processus rigoureux, là, que vous avez un comité de sélection de cette envergure-là pour une murale qui, je veux dire, sur une école secondaire, on pourrait penser, OK, pourquoi tout ça pour ça? Bien, en fait, essentiellement pour que la murale perdure dans le temps, qu'elle soit de qualité. Et vous savez, il y a d'innombrables considérations. Là. La maçonnerie doit être considérée, la capacité de transposer une œuvre comme ça, du papier à un espace qui est aussi vaste. Alors, c'était vraiment important pour nous d'être accompagnés dans ce processus-là. On utilise des données publiques, donc quand même, on veut bien utiliser les fonds qui nous sont confiés. Et donc, d'avoir cette expertise-là fait que le projet se déroule très bien en ce moment, puis l'œuvre se dévoile. Ce que je voulais dire, c'est ça, j'ai l'impression, on pourrait penser que c'est simple, mais non, c'est pas simple faire une murale sur un bâtiment. Surtout un bâtiment public qui a un certain âge, qui a déjà 50 ans. Donc, on voulait vraiment que tout soit fait dans les règles de l'art. Oui. Puis vous l'avez dit, donc ça va être une œuvre permanente. Pourquoi c'est important là, pour la ville de créer cet héritage culturel-là? Bien, en fait, c'est de rendre notre patrimoine vivant. C'est que les rappels et toutes les formes d'expression nous servent de rappel comme ça. Puis d'avoir une œuvre, en fait une adaptation d'une œuvre d'Osias-le-Duc sur les murs de l'école Osias-le-Duc, ça nous semblait particulièrement porteur. Puis on voulait une œuvre qui soit inspirante aussi, inspirante pour les étudiants qui fréquentent les lieux tous les jours. L'adolescence étant ce qu'on considère parfois un mal nécessaire, bien, je pense que l'art peut apporter une dimension additionnelle puis qui peut aider nos élèves d'aujourd'hui à devenir les citoyens de demain. Oui, puis ils pourront être fiers d'aller à l'école qui a la belle murale à Mont-Saint-Hilaire. Et pour terminer, c'est quoi l'engagement de la ville envers l'art et la culture? Bien, en fait, cette activité-là s'inscrit dans une politique puis un plan d'action qui est établi. En ce moment, le Conseil a réitéré, en fait, les éléments de ce plan d'action-là. Ce qu'on vise à faire essentiellement, c'est de favoriser la diversité culturelle, c'est-à-dire l'expression
culturelle, Toutes ces artistique, sous différentes formes. Puis en ayant une première murale à Mont-Saint-Hilaire, ben, on innove, puis on trouve que c'est porteur. Et particulièrement dans ce cas-ci, puisque les étudiants seront emmenés aussi à faire de la médiation culturelle, on trouve que ça donne une valeur ajoutée à l'œuvre qui est en devenir. Définitivement. Donc, évidemment, on va rester à l'affût. Cette œuvre qui sera dévoilée d'un jour à l'autre. Merci, M. Guertin, d'être passé à nos studios. Mon plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 est fier d'annoncer une toute nouvelle émission à venir cet automne. Accès Mieux-être est une série qui est dédiée à améliorer la qualité de vie des aînés de la vallée du Richelieu. Chaque épisode met en lumière les ressources de différents organismes locaux qui visent à promouvoir la sécurité, l'autonomie et la qualité de vie des aînés. C'est un rendez-vous dès le 16 septembre prochain, à ne pas manquer. Sur ce, bonne semaine à tous.